Bonjour, chers élèves. Nous allons commencer la séance 2, mais on va la commencer cette fois-ci avec toujours sur le chapitre sur les mutations de l'emploi. Donc, deuxième et dernière séance sur les mutations de l'emploi. Et nous allons le faire à partir du schéma bilan. Sur trois points. Un premier point, c'est comment définir et mesurer les caractéristiques du travail et de l'emploi. Un deuxième point sur quelles sont les évolutions de l'organisation du travail. Et un dernier point sur comment évolue le pouvoir intégrateur du travail. Principalement sur le premier point, on va partir du terme de travail. Donc, le terme de travail qui va, qui va désigner, on va dire, il va désigner donc une activité qui est qui est réalisée, mais ça peut être une activité rémunérée, comme ça peut être une activité non rémunérée. Voilà, parce que vous pouvez travailler et obtenir un salaire ou bien une rémunération à partir du travail, comme vous pouvez faire un travail qui n'est pas du tout rémunéré. Par exemple, un travail de bénévolat pour une association est un travail qui est non rémunéré. Maintenant, dans le travail, on distingue ce qu'on appelle les actifs. Les actifs sont souvent désignés comme les personnes qui sont en emploi, voilà, et qui ont entre 15 et 64 ans. Donc, on appelle les actifs. Donc, ils peuvent être des salariés, comme les actifs peuvent être des indépendants. Un salarié, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui est soumis à trois conditions. La première condition, c'est que la personne est liée avec son employeur par un lien qu'on appelle un lien de subordination, qui fait que l'employeur peut lui donner des directives, des ordres. Un deuxième critère qu'on appelle, bon, je ne le note pas parce que ce n'est pas du tout utile pour vous de le retenir, mais je dois vous le dire. Un deuxième critère qui s'appelle euh, la rémunération. Il faut donc un paiement et un troisième critère qui s'appelle l'existence même de la prestation. Ce sont les trois conditions qui définissent le travail. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ces conditions, vous pouvez être dans ce qu'on appelle un contrat d'entreprise. Et dans ce cas, il n'y a pas de lien de subordination. Il y a juste un contrat qui vous lie. Donc, vous avez le travail, donc qui est régi par le droit du travail, et vous avez, d'accord, versus contre donc un contrat d'entreprise où la personne n'est pas du tout liée par un contrat de travail, mais il est lié par un contrat de prestation de service qu'il doit effectuer pour le compte d'un client. Voilà. Et là, ça nous permet d'embrancher avec des emplois de qualité qui sont inégales. C'est le constat qu'on a fait. Il y a plusieurs emplois, mais qualité des emplois différentes, des qualités différentes des emplois. Vous avez très bien qu'une personne qui travaille à temps plein, c'est-à-dire 35 heures par semaine, est différente d'une personne qui travaille à temps partiel. Vous savez très bien qu'une personne qui travaille dans des conditions de travail très bonnes est différente d'une personne qui travaille dans des conditions de travail très mauvaises. Je peux vous donner l'exemple d'une personne qui travaille dans un bureau avec toutes les conditions ergonomiques, c'est-à-dire qualité, bonne qualité du travail. Comme par exemple, dans la bonne qualité du travail, on peut parler de quoi? On peut parler de, madame, travail de bureau, qui est différent, comme vous le faites en maths, du travail, par exemple, d'un éboueur. Travail d'un éboueur. Un éboueur, c'est quelqu'un qui va travailler pour chercher des poubelles. Donc, ramassage d'ordures ménagères. Ces deux types de travail ne sont pas du tout pareils. Mais aussi au niveau des conditions de travail, le travail peut être aussi différent au niveau des conditions de travail. Certaines personnes font ce qu'on appelle un travail très difficile, ce qu'on appelle la pénibilité du travail. Donc, on peut avoir là la pénibilité du travail. Il y en a aussi qui ont des travaux qui sont vraiment des travaux, on va dire, acceptable, de qualité acceptable. Au niveau également de la rémunération, il y en a qui ont une très bonne rémunération, qui peut aller jusqu'à 3 000 euros, 4 000 euros. Il y en a aussi qui ont une très faible rémunération, qui peut être même jusqu'au-dessus du seuil de pauvreté en France, qui est de l'ordre de 1000 et quelques, 1050 euros. D'accord? C'est-à-dire le seuil de pauvreté, c'est le seuil en dessous duquel la personne est considérée comme une personne qui est pauvre. Voilà. Vous avez aussi
d'un côté, vous avez ceux qui travaillent les actifs, de l'autre côté, vous avez les chômeurs. Les chômeurs, ce qui est les chômeurs, on l'a vu la dernière fois, c'est la population active, chômeurs, c'est la population active c'est une population active, mais qui recherche activement du travail. On avait vu l'autre jour chômage au sens du BIT, c'est-à-dire du Bureau international du travail, qui sont les personnes de 15 à 64 ans, qui sont dans une recherche active de travail et qui sont prêts à travailler dans les 2 semaines qui doivent venir s'ils trouvent du travail. Et en dernière partie sur ces zones, nous pouvons parler aussi du développement des emplois à durée limitée. Nous avions vu la dernière fois qu'il y avait une hausse, une hausse des contrats typiques, c'est-à-dire des contrats précaires ou synonymes ou atypiques, et nous avions une baisse des contrats typiques. En gros, les contrats qui sont de, des contrats à durée indéterminée, c'est des contrats qui continuaient d'exister. C'était des contrats à durée indéterminée, c'est des contrats qui étaient à 95%, mais qui ont baissé jusqu'à 90%. Alors qu'on assiste au même moment que les contrats qui étaient des contrats de type CDD, contrats de type partiel, contrats à temps partiel, les contrats qu'on appelle les contrats aidés, et l'ensemble de ces autres contrats, ce sont des contrats qui ne fonctionnaient pas du tout. Ce sont des contrats dont le nombre augmentait dans le temps. En deuxième partie, nous pouvons observer en deuxième partie les évolutions de l'organisation du travail. Les évolutions de l'organisation du travail. Dans les évolutions de l'organisation du travail, nous allons partir de deux types d'organisation scientifique du travail. Nous allons parler du Taylorisme. Après, nous allons travailler sur le Fordisme. Voilà, le terrorisme était marqué par la division verticale. Ça, c'était le premier point, division verticale du travail. Et le deuxième point qui le marquait, c'était voilà, le fait toujours, ce qu'on appelle la recherche, one best way. Ça, c'était les deux points qui caractérisaient cette, ce terrorisme. Donc, il y avait une division verticale. D'un côté, nous avons les ingénieurs de conception et de l'autre, nous avions les travailleurs, les salariés. Voilà. Et au niveau du Fordisme, la différence, c'est que nous avions là-bas des chaînes de montage. Nous sommes là dans la standardisation des tâches, où chacun fait une tâche particulière, mais aussi la hausse des salaires. Parce que Ford voulait que ses salariés soient son premier marché pour l'achat de ces véhicules. Mais après, d'autres modèles ont vu le jour. Les modèles qui ont vu le jour, c'est ce qu'on peut appeler les modèles post-tayloriens, c'est-à-dire les modèles qui viennent après Taylor et même après Ford. Et dans ces modèles, on peut parler à partir de 1950, voire 1960, d'un modèle très célèbre qui s'appelle le Toyotisme. Le Toyotisme, donc, qui a été inventé dans les usines Toyota, mais qui était basé sur ce qu'on appelait le juste à temps, basé sur le juste à temps, basé également sur le Kaizen, c'est-à-dire la qualité, et aussi basé sur ce qu'il appelait l'autonomation. Nomation. Ce sont les trois modèles. Voilà. Donc, ce modèle-là était, nous allons le voir, nous allons le voir tout à l'heure dans les activités. Nous allons travailler sur l'automatisme et expliquer ce modèle. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est un modèle qui est différent du modèle de Taylor et du modèle de Ford, parce que c'est un modèle qui vise non seulement à impliquer davantage le salarié dans le travail, je note pas parce que nous allons le noter pendant la partie exercice, il va viser donc à impliquer les salariés dans le travail, il va viser aussi à améliorer la qualité, il va viser aussi à développer l'autonomie et à développer l'automation au sein de l'entreprise. Donc, les quatre, on va dire, je vais le noter là, on va parler d'implication,
d'implication des salariés. Deuxième partie, deuxième apport de ce modèle, c'est l'autonomie des travailleurs. Qu'est-ce que cela va apporter aussi? L'automation, où les machines vont venir, euh, l'automation des tâches vont venir donc accompagner les salariés dans l'exécution de leur travail, ou aussi le développement de la qualité, le développement de la qualité. Très bien. Là, nous allons bien travailler sur cette notion. Tout à l'heure, ce sera même l'amorce de nos activités. En troisième temps, en troisième temps, la partie 3, nous allons travailler sur comment évolue le pouvoir intégrateur du travail. Le pouvoir intégrateur, ce qu'on a vu la dernière fois, pouvoir intégrateur du travail. Là, c'est un rappel qui vous permet de comprendre que le travail n'est pas simplement un outil pour obtenir une rémunération de l'argent. Le travail aussi joue dans la socialisation, ce qu'on appelle la socialisation de la personne. Il permet de renforcer la socialisation secondaire de la personne, c'est-à-dire la socialisation tout au long de ses vies. Parce que le travail va permettre quoi? Il va permettre d'éviter éviter la disqualification sociale. Il va permettre aussi d'éviter la désaffiliation, désaffiliation sociale. Parce qu'avec un contrat à durée indéterminée, le travailleur peut vraiment ne pas être disqualifié socialement. Il a un certain rôle, un certain statut social. Mais aussi, le travailleur ne va pas être désaffilié, c'est-à-dire il ne va pas sortir des liens de la société et cette personne-là pourra tisser des liens durables avec les autres personnes de la société, ce qui va renforcer son lien social, ce qui va aussi renforcer la cohésion à l'intérieur de de la société. Le travail aussi va lui permettre une amélioration de une amélioration de sa consommation, parce que la consommation aussi va être perçue comme un élément de socialisation de l'individu. Dans cette partie aussi, il faut voir que hum, dans cette évolution, aujourd'hui, nous avons un risque. Un risque, nous avons un risque que nous pouvons noter, un risque qui est causé simplement par le fait qu'il y a une augmentation, augmentation, augmentation des contrats précaires, des contrats précaires, l'augmentation des contrats précaires. Nous pouvons aussi voir, euh, voilà, que le pouvoir intégrateur du travailleur reste important, mais s'atténue pour certains individus. Donc, voilà, il y a une perte de lien social parce que aussi certains types d'emplois isolent les individus dans la société. Donc, perte du lien social, les travailleurs de nuit, par exemple, d'accord? Aussi, le travail, s'il n'est pas de bonne qualité, c'est des revenus qui sont moins stables, revenus moins stables, voilà. Et aussi, un travail de mauvaise qualité peut générer chez les personnes un sentiment d'échec. Voilà, globalement, voilà un tour donc, de ce chapitre qu'on avait déjà vu sous un autre angle. Là, ça nous permet de confirmer ces éléments-là. Nous allons maintenant travailler sur l'exercice 1. L'exercice 1 qui va concerner les nouvelles formes d'organisation de travail et leur effet sur les travailleurs. Là, nous avons donc un texte qui nous dit que dans les années 50 et au début des années 60, le constructeur automobile Toyota, sous l'impulsion de Taishi Ono, met en place le toyotisme fondé sur le juste à temps et l'autonomation. Maintenant, parlons donc de ces deux termes. Le premier terme, le juste à temps. Quand on entend ce concept juste à temps,
quand une interprétation littérale du terme veut simplement signifier, voilà, ce qui est fait en temps réel. Ce qui est fait à temps réel. À temps réel. Ça peut le signifier en premier titre. Mais quand on regarde la définition, elle nous dit que le juste à temps est une logique de production dans laquelle c'est la demande réelle et non son anticipation qui déclenche la production. Ça veut dire que dans les usines, on ne va pas dans les usines Toyota. L'idée, c'est que la production, et c'est une phrase très importante, est déclenchée par la commande. La production est déclenchée par la commande. Là, ça veut dire qu'on ne produit pas sans commande. On va voir l'intérêt. D'accord? Un processus orienté vers l'élimination de tous les gaspillages, symboliquement exprimé par les 5 zéros. Premier zéro. Premier zéro que nous avons, c'est zéro stock. Zéro stock veut dire quoi? Ça veut dire on va tout faire dans l'entreprise pour que l'entreprise ne stocke pas. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les coûts de gestion du stock. Les coûts de gestion du stock. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand vous stockez un produit, il y a des coûts de gestion liés à ce produit. Ces coûts de gestion peuvent être que le produit peut perdre en qualité, ça peut être que le produit peut être volé, ça peut être qu'il faut payer un magasinier pour gérer ce stock-là, et ça peut être aussi que que le produit peut être détérioré. Donc, pour éviter cette situation-là, pour éviter également que les prix des denrées qui sont stockées, ou bien des matières premières qui sont stockées, fluctuent dans le temps, l'entreprise Toyota, en tout cas dans son toyotisme, les besoins de production sont inscrits sur les étiquettes qui déclenchent chez eux, chez les sous-traitants ou dans l'entreprise la production des fournitures. Ça veut dire que dès que vous commandez 5 voitures, on achète les pièces pour 5 voitures et on produit 5 voitures. Les fournisseurs reçoivent l'information qu'il faut des pièces pour 5 voitures. Ils vont envoyer les pièces pour les 5 voitures et ces pièces-là permettent de fabriquer les 5 voitures. Ça, c'est le premier point, zéro stock. Deuxième point. Deuxième point, c'est zéro délai. Dans cette, dans ce type aussi d'approche, la réduction de ce délai permet de répondre plus facilement à la diversité des goûts de la clientèle. En gros, on produit à temps. On produit en réduisant les délais, en réduisant les délais, et voilà, mais aussi on réduit également les délais de livraison, ce qui permet donc de capter le plus de commandes possible. Troisième point, le- c'est le zéro défaut. Zéro défaut, qui veut dire que on va tout faire pour éviter ce qu'on appelle en entreprise les rebus. Les rebus, ce sont les produits qui sont des produits qui ont des petits défauts de fabrication. Quand vous allez dans certains magasins en Europe, les rebus, il y a toujours des magasins de vêtements, par exemple, vous avez toujours un rayon rebut. C'est-à-dire, vous avez une chemise stéréo et vous avez un bouton qui manque. Au lieu que la chemise vous soit vendue à 20 euros, on vend la chemise à 10 euros à cause du petit bouton qui manque. Bon, de toute façon, les étudiants l'utilisent beaucoup pour s'habiller, qu'on appelle les rebus. Mais les rebus, ça fausse aussi la notoriété. Donc, les rebuts, pas bon pour la notoriété. Pas bon pour la notoriété. Parce que quand vous avez des difficultés au niveau de la production, cela impacte négativement sur la qualité de votre image, sur la qualité de votre entreprise. Je vous donne le cas des voitures Volkswagen où Volkswagen a perdu 16 milliards de dollars parce qu'il y avait un défaut au niveau des injections des voitures et que les Américains qui voulaient pas que certains types de produits rentrent aux États-Unis ont obligé Volkswagen de ramener tous les véhicules qu'ils avaient vendus, ce qui les a évalué une perte de 16 milliards de dollars, ce qui est énorme, et en plus une détérioration de leur image. Et une crainte même aujourd'hui des personnes d'acheter des voitures de marque Volkswagen. Donc, les défauts, la réduction de ces délais, par exemple, par l'instauration de certains de cercles de qualité, c'est ce qui fait que le Kaizen, donc, il est nécessaire. Kaizen qui veut dire donc l'amélioration continue. L'amélioration continue. Voilà, les spécialistes de la qualité, ils appellent ça la roue de Deming. Je travaille sur ce roue-là qui veut dire qu'à chaque instant,
l'entreprise doit être inscrite dans une recherche permanente de la qualité sous forme de boucle et améliorer en permanence donc la production pour éviter le maximum de défauts. Vous avez un autre terme, un autre zéro, quatrième zéro, zéro panne. Zéro panne, qui est aussi un propre du toyotisme, c'est-à-dire éviter au maximum d'avoir des pannes au niveau de l'entreprise. En tout cas, réduire la fréquence des pannes. Donc, voilà. Cela va permettre une réduction des pannes. Des pannes. Il ne peut pas y avoir une entreprise avec zéro panne, mais au moins travailler pour qu'il y ait le moins de pannes possible au niveau de l'entreprise. Voilà les 5 zéros qu'on appelle les 5 zéros olympiques, on les appelle, parce que comme les anneaux olympiques que Toyota avait mis en place dans son usine et qui s'est aujourd'hui développé dans beaucoup d'entreprises dans le monde. Mais aussi, Toyota va travailler sur un deuxième point qu'on appelle l'autonomation. L'autonomation. Et quand on parle d'autonomation, bien sûr, on va parler de l'existence de deux mots. On va avoir un premier mot, autonomie, et on va avoir un deuxième mot, automation. Vous avez ces deux mots dedans. Vous avez le premier mot, autonomie, voilà. C'est-à-dire les salariés doivent être autonomes dans l'entreprise. Et le deuxième mot, automation, c'est-à-dire les tâches doivent être automatisées dans l'entreprise. Là, c'est vraiment globalement le sens de cet exercice que nous allons traiter. Voilà. Nous allons donc regarder le premier exercice, voilà, qui va nous parler, qui la première question. La première question, voilà. La question 1 va être, qu'entend-on par l'expression juste à temps? Qu'est-ce que le juste à temps? Comment on le définit? Voilà, pour le définir, le juste à temps, on va dire, c'est une méthode de production, mhm, voilà, basée sur, c'est une méthode de production qui va être basée sur cinq éléments, les cinq éléments que nous avions vus tout à l'heure, il est basé sur ces cinq éléments-là, et ces cinq éléments-là, c'est, euh, qu'on vient de voir, zéro défaut, zéro panne, zéro papier, voilà, zéro stock, etc. Donc, c'est une méthode de production qui vise à optimiser la production par la diminution des coûts unitaires, de production et l'amélioration continue des tâches dans l'entreprise. Voilà une définition qui peut être consensuelle parce qu'il nous met en avant cette définition-là, la diminution des coûts unitaires qui est essentielle et aussi l'amélioration continue, donc qui nous parle de la notion de qualité. Pourquoi? Regardons en quoi cette question même elle est importante. Parce que le propre de chaque entreprise est basé sur la recherche de deux choses. La compétitivité prix et la compétitivité qualité, qu'on appelle également hors prix. C'est son synonyme. Ça, c'est les deux formes de compétitivité qu'une entreprise peut avoir. Une compétitivité prix et une compétitivité hors prix. Maintenant, pour la compétitivité prix, elle est basée sur quoi? La compétitivité prix est basée donc sur la compétitivité prix va être basée sur un prix de vente que j'abrège PV de plus en plus faible. En gros, plus ton prix de vente il est bas et plus
tu peux vendre un produit de même qualité que celui de tes concurrents et avoir une part de marché optimisée. C'est ça la compétitivité prix. Maintenant, pour avoir une compétitivité prix, naturellement, pour avoir ce prix de vente, on sait que le prix de vente, il est déterminé par quoi? Le prix de vente est déterminé par ton coût de revient plus ta marge. C'est-à-dire, pour fixer un prix de vente, on calcule le prix, le coût de revient, c'est-à-dire à combien me coûte au total un produit une voiture pour le produire, plus quoi la marge, c'est-à-dire le bénéfice qu'on veut faire sur le produit. Cela veut dire que plus ton coût de revient il est faible et plus tu peux appliquer une marge plus ou moins faible, pas trop de bénéfices, pour pouvoir vendre avec un prix de vente plus ou moins faible. Ce qui fait que si vous vendez à 100 et que vos concurrents vendent à 100 ou 101 ou 99, vous êtes compétitif. Mais si vous vendez à 100 alors que vos concurrents vendent à 90 ou à 80, vous n'êtes pas du tout compétitif et vous risquez de mettre clé sous porte d'ici peu. Deuxième point, la compétitivité qualité. Compétitivité qualité. La compétitivité qualité veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va mettre en place un process de production pour produire un produit avec une qualité supérieure. Ce qu'on appelle la différenciation verticale. Donc, qualité du produit, qualité supérieure du produit. Qualité supérieure du produit. Et pour cela, plus il faut de quoi? Comment donc obtenir cela? On obtient cette compétitivité qualité en travaillant sur l'innovation. Soit l'innovation qui peut porter sur le produit, c'est-à-dire on innove en améliorant la qualité du produit, qui peut porter sur l'organisation du travail, on innove sur la façon dont les gens sont organisés pour travailler, ou on peut innover également sur le procédé, c'est-à-dire la manière même de produire le bien. Mais tout cela, bien sûr, va impliquer quoi? Cela va impliquer un investissement. Tout cela va impliquer un investissement. Donc, on va devoir investir pour cela. Et pour obtenir donc cet investissement, mieux vaut réduire le coût de revient. Donc, plus, plus le coût de revient unitaire est bas et plus l'entreprise, que j'abrège en mettant comme ça, peut augmenter sa capacité d'investissement et donc d'innovation. Bien sûr, ce qui va permettre donc de générer de la compétitivité qualité. C'est pour cette raison que la méthode donc qui est utilisée par cette entreprise-là, par en tout cas l'auto-autisme, qu'on appelle aussi le juste à temps, est une méthode qui permet vraiment un développement de l'entreprise. L'autonomation, deuxième point, on l'avait vu tout à l'heure, on y revient. L'autonomation, c'est que on va donner beaucoup d'autonomie aux salariés. On l'a vu, hein, le salarié dans l'autonomation, le salarié est impliqué dans des groupes qui s'appellent des groupes de production. Dans des groupes de production. Le salarié est impliqué dans des groupes de production, il a de l'implication, il est un papa. Et deuxième point qu'on peut voir ici, euh, c'est que les tâches sont automatisées. Très bien. Donc là, nous avons donc vu en perspective la question 1. Nous allons donc regarder ensemble la question 2. La question 2 va nous permettre de distinguer le rôle associé au travailleur dans le taylorisme et de celui qu'il avait dans le Fordisme. Dans le, dans le Fordisme. OK. Dans le taylorisme et ici dans le Fordisme. Nous avons deux distinctions et ces distinctions-là, on peut le voir quand on regarde le schéma en bas. Voilà. Le schéma en bas nous permet
voilà, de distinguer ces deux rôles dans le terrorisme et dans le Fordisme. Dans le terrorisme, nous avons la division verticale et la parcellisation des tâches. Le travailleur, donc, était astreint. Le travailleur, ici, est un exécutant avec un rôle de, de subalterne. De subalterne. Il ne faisait qu'exécuter les tâches, alors que dans le Fordisme, il avait toujours le rôle exécutant avec des tâches standardisées, mais sa seule différence, c'est que il avait une augmentation de son salaire. Voilà. Si on revient à la question, si on revient à la question maintenant, si on va à la question 3, comment le patriotisme parvient-il à réduire les coûts de production? C'est ce que nous venons d'expliquer dans la question 1, mais on va y revenir. La question 3, donc, nous demande de voir comment se passe la réduction des coûts. C'est simple à résoudre. La preuve, nous prenons zéro stock. Quand nous avons un zéro stock, ça permet évidemment de réduire les coûts de production car pas de coûts de magasinage, ok, pas de coûts de perte des stocks, pas de coûts de vol, pas de coûts liés au vol, etc. Ce qui permet donc de réduire dans la perspective zéro stock, qui permet de réduire. Si on prend un deuxième axe, zéro défaut, si nous avons donc pas de reprise de produits, pas de reprise de produits, donc pas de coût généré, parce qu'il n'y a pas de défaut sur le produit, donc ni des coûts directs, ni des coûts indirects liés à la main-d'œuvre. Si on prend un troisième point, zéro panne, donc pas de coût de maintenance, pas ou peu de coûts de maintenance, pas ou peu de coûts de maintenance. Voilà. Si nous prenons zéro papier, on va échanger par mail, par SMS, par téléphone, par messagerie interne, ce qu'on appelle l'intranet. Donc, réduction des coûts administratifs. Donc, ça nous permet de réduire les coûts administratifs, que les économistes appellent les coûts de transaction. Il y a une réduction de cela. Et le cinquième zéro, c'est zéro stock, zéro défaut, zéro panne, zéro papier. Voilà. Et là, nous trouverons le cinquième défaut, qui est donc zéro délai. Mhm. Voilà. Donc, la réduction des délais ou bien la suppression des délais de production, voilà. Nous avons zéro délai. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suppression des délais va réduire les coûts de transaction. Voilà. Voilà. En gros, en utilisant aussi en dernier ressort le Kaizen ou l'amélioration continue, l'entreprise réduit ses défauts, réduit donc ses coûts unitaires de production, ce qui peut impacter sur la compétitivité prix, et ce qui peut aussi impacter sur la compétitivité qualité. Voilà un peu qu'est-ce qu'on peut dire sur comment le culturisme parvient-il à réduire les coûts de production. Voilà, on peut aussi passer à, à l'exercice 2. L'exercice 2 va nous parler pour faire face à l'augmentation des charges de travail, il va parler aussi du surinvestissement et du télétravail.
Donc, en activité 2, l'exercice en question nous parlait du surinvestissement et du télétravail. Il faut savoir ici que le télétravail rentre dans les nouvelles formes aujourd'hui de travail à cause du développement du numérique. Le numérique s'est très développé et aujourd'hui, donc, il y a une certaine maîtrise de la technologie, une certaine convertibilité du fait qu'on ne pouvait pas voir la personne. Aujourd'hui, avec de nouveaux outils, la personne peut être chez vous et se sentir dans l'entreprise, avec aussi les obligations qui sont faites à ces personnes-là de se connecter un certain nombre de temps avec un système de contrôle numérisé très fort. On le voit ça surtout avec l'ubérisation. On assiste à un renforcement du contrôle avec ses avantages, mais aussi avec ses inconvénients. L'exercice nous permettra donc d'identifier les avantages du télétravail, mais de nous dire aussi les inconvénients de ce télétravail. Vous aviez un texte donc, qui est basé sur, pour faire face à l'augmentation de leur charge de travail, la solution trouvée par certains cadres est d'étendre par l'amplitude de leurs heures d'activité en travaillant en dehors de l'entreprise, à domicile ou dans les transports. Voilà. Donc, vous avez donc, dans euh, dans tous les cas, les entreprises mettent les outils et les accès à disposition. Si certains cadres s'inquiètent de cet envahissement du travail dans leur vie, d'autres voient dans ces pratiques une souplesse qui leur facilite la vie, les soulage et parfois les rassure. Voilà, voilà. En gros, le texte nous parle en fait du télétravail, de comment il est aujourd'hui utilisé, oui, comment il est utilisé et aujourd'hui de ses inconvénients. OK. Donc là, une personne qui explique un peu comment elle fait, si certains 4-5 de cet investissement du travail dans leur vie, d'autres voient dans ces pratiques une souplesse qui leur facilite la vie, les soulage et parfois les rassure. J'ai obtenu d'accéder au télétravail, ça permet de ne pas rentrer à des heures impossibles, d'avoir de ça, de la souplesse. Quoi donc, pour ça, apprécier. Maintenant, on se balade tous avec notre smartphone, iPhone, etc. On consulte nos emails tout le temps, le soir, le week-end et en vacances. Moi-même, en vacances, toutes les 2 heures, je traite, c'est obligatoire, on notre carte interrogée. Donc là, par rapport à ceux qui ne télétravaillent pas, par exemple, il y a un sondage, donc des résultats du sondage, par rapport à ceux qui ne télétravaillent pas, en gros, ceux qui font un travail exécuté au niveau même de l'entreprise, les salariés qui télétravaillent sont 2 fois plus nombreux à se sentir seuls ou isolés dans leurs entreprises, 36% contre 19, une, 1,5 fois plus nombreux à se sentir souvent stressés. Ils disent qu'en fait, ils sont beaucoup plus stressés, 47% contre 33%, 3 fois plus nombreux à craindre souvent d'être licenciés. Maintenant, on nous pose la question de qu'est-ce que le télétravail? Voilà. Andy, bonjour. Bonjour. Voilà. Andy, je te souhaite la bienvenue sur la plateforme que tu as pris en cours. On avait juste eu le temps de déblayer, de travailler sur la révision des notions donc des notions de mutation, de la mutation sur l'emploi. En premier lieu, nous avons travaillé sur le toyotisme en comparaison avec les anciens systèmes comme le Fordisme et le Taylorisme. Et là, nous avons attaqué un deuxième exercice qui est basé sur le surinvestissement et le télétravail. De toute façon, la première partie du cours est archivée. Vous pouvez après la consulter à volonté. Et après, si vous avez des questions aussi, on pourra voir ça au prochain cours. Ok, Voilà, merci. je vous en prie. Donc là, nous sommes en train de travailler sur le surinvestissement. Le surinvestissement, le fait que les gens aujourd'hui sentent quelque part, euh, voilà, envahi par cette volonté d'être tout le temps présent au lieu de travail et de tout en faire. Vous avez un nouveau terme qui est développé aujourd'hui pour introduire cette partie, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, qui est donc un terme qui est une sorte de faux ami, hein, parce que quand tu parles de présentéisme, les gens peuvent penser que c'est le fait d'être présent dans un lieu de travail différemment de ce qu'on appelle l'absentéisme, donc qui est le fait de s'absenter dans un lieu de travail. Voilà. Dans tous les cas, il y a des notions qui sont à voir, qui sont importantes à comprendre. C'est par exemple le taux de rotation dans une entreprise, ce qu'on appelle taux de rotation. Le taux de rotation,
En France, il ne faut pas que le taux de rotation doit être inférieur à 15%. Taux de rotation strictement inférieur à 15%. En d'autres termes, cela signifie que plus, si vous avez plus de 15% d'employés qui sortent de l'entreprise par an, ça veut dire que l'entreprise a une mauvaise notoriété. Et c'est une entreprise voilà, qui risque de perdre en notoriété, en crédibilité dans le milieu du recrutement. Donc, il faut que les entreprises, les employés se sentent comme partie prenante même, comme partie intégrante de l'entreprise et qu'ils soient liés à un vœu de fidélité, à un vœu de loyauté avec l'entreprise. Mais l'absentéisme aussi est un autre indicateur, comme l'autodotation, qui montre que le cadre, le climat de vie, les conditions de travail ne sont pas les meilleures dans les entreprises. Mais quand on parle de conditions de travail, puisque je vais noter ici, conditions de travail, on peut passer à deux choses. On peut penser aux, voilà, aux conditions physiques qu'on appelle, et parce que les conditions de travail, si elles sont bonnes, c'est très bien pour une entreprise. Mais si elles sont mauvaises, elles peuvent créer des troubles. D'accord? Euh, il y a des troubles qu'on appelle les TMS, qui veut dire les troubles musculo-squelettiques. C'est lorsque les employés sont dans des conditions ergonomiques, c'est-à-dire de position du corps, de soulèvement des charges, etc., qui ne sont pas des meilleures. On appelle ça des troubles musculo-squelettiques, qui sont donc des troubles qui peuvent pousser les gens musculo-squelettiques, qui peuvent pousser les gens à ne pas trop aimer rester dans, dans l'entreprise qu'on appelle TMS. Mais en dehors de TMS aussi, il y a ce qu'on appelle les RPS. Les RPS, ce sont des risques psychosociaux. D'accord? C'est-à-dire dans une entreprise où le management est trop, on va dire, entre guillemets, violent, psychosociaux ou bien trop stressant ou trop directif, ce sont des types donc d'entreprises, des risques qui peuvent survenir et pousser les employés de ne pas être dans les bonnes conditions mentales pour exécuter le travail et donc de s'absenter ou d'arrêter complètement de faire le travail. Et cela aussi fait donc énormément d'absentéisme. Donc, beaucoup d'entreprises pensent que la solution, beaucoup de personnes pensent que la solution pouvait être le présentéisme. Le présentéisme qui est, qu'il- enfin, la présence, on va dire la présence dans l'entreprise, qu'ils confondent la présence, qu'ils confondent versus, donc pour dire contre, présentéisme. Parce que avoir un bon taux de présence dans une entreprise, c'est bon, mais avoir un présentisme élevé dans une entreprise, c'est pas du tout bon. Parce que le présentisme veut quoi? C'est que les conditions de management sont tellement dures, sont tellement stressantes, sont tellement oppressantes. C'est le cas euh, de certaines entreprises que je citerai pas, ou que, on va dire, au risque de se faire attaquer pour diffamation, c'est à la mode aujourd'hui au Sénégal, mais où la pression, elle est tellement forte sur les employés que ces employés sont obligés de ne pas, de ne pas venir du tout au travail. Maintenant, quand ils vont dans le présentisme, c'est que même s'ils sont malades, au lieu de prendre 5 jours de congé, parce qu'ils ont une grippe et tout le monde sait que médicalement, une grippe, c'est une semaine, ils vont prendre 2 jours de congé et revenir dans l'entreprise. Ou bien ils ne prendront pas de congé, ils resteront dans l'entreprise avec leur grippe en faisant semblant de se porter bien parce qu'ils ont peur d'être considérés comme le maillon faible de l'entreprise, ce qui pousse aussi l'entreprise globalement à avoir une baisse de sa productivité, c'est-à-dire le rapport entre la quantité de travail produite divisé par le facteur de production qui est utilisé comme le travail pour faire la production. C'est-à-dire moins le travail est de qualité et donc plus la productivité risque de chuter. Ce qui fait que donc le présentisme n'est pas bon. Maintenant, le présentisme, justement, c'est, on va dire, le synonyme du surinvestissement, mais qui n'est pas non plus bon. Maintenant, on nous demande qu'est-ce que le travail? Première question, qu'est-ce que le travail? Question 1. Qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail peut être défini comme un mode de travail. On va faire une définition à nous-mêmes, hein. Un mode de travail ou, ou bien dans lequel le travailleur effectue son, sa prestation de travail, bien sûr, ou à domicile,
Comment? Via un support numérique. Voilà. Je pense que c'est une définition qui peut être consensuelle parmi les autres définitions qu'on trouve. C'est un mode de travail donc, dans lequel le travailleur, pardon, le travailleur va effectuer sa prestation de travail ou à domicile, comment? Via un support numérique. C'est aujourd'hui la seule définition, on va dire, qu'on peut donner là-dessus. Ce qui peut nous permettre d'enchaîner avec la question 2, qui nous demande quels sont les avantages du télétravail pour les salariés. J'ai bien envie, Andy, de vous demander qu'est-ce que vous en pensez, les avantages du télétravail. Comme avantage du télétravail, bah déjà les individus ils sont dans de meilleures conditions parce que ils pourront travailler de manière plus ils seront plus productifs déjà parce qu'ils n'auront Mhm, pas de sources de distraction et autres ils peuvent aussi travailler à leur rythme, c'est-à-dire ils ont des délais certes à respecter mais ils n'ont pas de pression au niveau du travail, c'est-à-dire ils seront plus calmes, ils pourront mieux travailler, par exemple, que ceux qui mhm. travaillent dans des entreprises où il y a la pression des collègues et autres. Donc, je pense que de tels avantages, ça joue beaucoup. Effectivement, ça c'est deux très bonnes réponses qu'on peut trouver, hein, effectivement, sur les conditions. Donc, je répète tes réponses, meilleures conditions, ils sont plus productifs et travaillent aussi à leur rythme. Ça, c'est aussi un autre avantage. On pourrait peut-être rajouter un troisième avantage. Le troisième avantage, c'est conciliation, et je te laisse finir la phrase, entre la vie, en la vie professionnelle, c'est-à-dire le travail, et la vie familiale. Ce qui fait que les travailleurs peuvent en même temps s'occuper de leur famille, faire autre chose, faire d'autres activités. Ça, ce sont des avantages, quelques avantages certains qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut trouver. Maintenant, j'ai même envie de rajouter une autre question, mais cette question se couple avec la question 6 qui nous dit montrer que le télétravail, donc on va aller à la question 6. Voilà, peut dire que montrer que le télétravail peut être à l'origine d'effets négatifs pour pour le travailleur. On va dire ici inconvénient et effet négatif. Donc voilà, on a l'inconvénient et les effets négatifs. Maintenant, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire l'exercice, mais on peut sortir les effets, les inconvénients et les effets négatifs donc du télétravail. Mais déjà, spontanément, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ok, Andy, à toi. Comme inconvénient ou effet négatif du télétravail, bah déjà, on peut parler de l'isolement social parce que en faisant du télétravail, on va Mhm, pas dans les bureaux, on va dire. Donc, on va rester chez soi pour travailler et tout. On n'aura pas la mhm, présence des collègues. Il y aura un manque d'interaction sociale aussi, qui sera un peu mhm, réduite, on va dire. Donc, il y a plus un sentiment de solitude. Et mhm, bah, on peut peut-être manquer aussi d'équipements adéquats parce que tous les employés ne peuvent pas disposer, par exemple, d'un espace de travail ergonomique ou de technologie nécessaire chez eux. Et mhm. on peut aussi parler de réduction des opportunités. Par exemple, ceux qui travaillent depuis les bureaux, ils peuvent, je sais pas, être envoyés dans des missions, des séminaires et tout. Ils auront plus d'avantages, par exemple, que quelqu'un qui travaille chez lui parce que, voilà, quoi. Ouais, ça aussi, c'est excellent, hein. C'est trois bons points. Manque d'interaction sociale, hein. Parce que là même, c'est tellement pertinent parce que ça vient de se voir, euh, on le voit dans toutes les entreprises, hein, qui font du télétravail parce que vous êtes seul à la maison. Vous êtes tellement seul que franchement, c'est à la limite très stressant. Ça peut être très stressant. Donc, manque d'interaction, on va même aller plus loin en disant i- isolation. La personne est complètement isolée.
Manque d'équipement adéquat, c'est aussi très pertinent parce que vous êtes à la maison, peut-être que vous n'avez pas tous les équipements, sauf d'habitude les travaux de cadre où vous avez juste besoin d'un ordinateur, voilà, d'un équipement audio et d'un ordinateur. Mais pour les travaux d'exécution, effectivement, le cadre de travail peut être aussi intéressant. Réduction aussi des opportunités, tu l'as très bien dit. On peut en rajouter aussi, voilà, complexité de travailler à la maison. Parce que est-ce que vous avez aussi espace qui peut être adéquat, inadéquat, espace de travail même à la maison, à domicile inadéquat. Il faut être dans une pièce isolée. Il ne faut pas avoir tout le temps aussi les enfants ou bien le plus extérieur qui vient polluer la communication. Ça aussi, c'est un point qu'il faut noter dans les effets négatifs. Le stress également. Le stress, ça a été dit. On regarde ici, 1,5 fois plus, ils sont 1,5 fois plus nombreux. C'est-à-dire presque le double, c'est rajouté. 1,5 fois. Qui disent que non, voilà, on se sent de plus en plus stressé. Donc, voilà, augmentation du stress, ça aussi, c'est un effet qui est très négatif. Voilà, isolation, c'est le premier point. Mais aussi, il y a un autre point qui dit dans le texte, c'est 3 fois plus nombreux à craindre souvent d'être licenciés. Donc, parce qu'ils n'ont plus le contrôle. Vous êtes à la maison, vous n'avez plus le contrôle. Et sentiment d'inutilité. Vous avez le sentiment peut-être que vous êtes tellement inutile qu'on vous a demandé d'être à la maison pour faire son travail. Et là, ce sentiment d'inutilité peut être utilité, peut générer une peur du licenciement. Ça aussi, c'est un point qu'on peut relever directement dans le texte pour répondre à des questions. Mais aussi, un autre désavantage, hein, c'est que, voilà, on va dire, il y a une confusion qui peut se passer au niveau des heures de travail, des plages, au niveau des plages de travail, au niveau des plages de travail. En parlant de plage, ben, vous pouvez être dans une entreprise qui te contrôle et qui te pousse chaque 2 heures à travailler. Si vous êtes à la plage pendant cette période-là, mais voilà, vous êtes obligé de vous connecter au moment où vous êtes dans des activités ludiques. Ça aussi, c'est un problème qu'on peut noter dans cette partie. OK. Très bien. Dans les avantages, on pourrait rajouter peut-être le souplesse, en fait, qu'on peut, qu'on peut voir là-dessus. OK? Voilà. Nous avons un exercice 3 qui est un peu plus long. Un exercice 3 qui est plus long. Voilà, on va travailler sur l'exercice 3 qui parle donc voilà, toujours du surinvestissement dans le travail, du contrôle, du management par objectif. Voilà, voilà, avec aussi 3 questions. Voilà. Ce texte est un texte de Dominique Méda. Dominique Méda, c'est une ancienne inspectrice du travail qui était un moment devenue le ministre du Travail en France, qui a écrit un texte, un livre très célèbre pour ta culture, pour votre culture si vous voulez le lire, qui s'appelle, très intéressant aussi le livre, qui s'appelle Le travail, une valeur en voie de disparition. Bon, après, il faut chercher sur le net pour voir la collection, parce que bon, moi, ça fait 15 ans que je ne l'ai plus lu, ce livre-là, donc 15 ou 20 ans même. Mais c'est un livre qui est très d'actualité et qui est très intéressant pour montrer aujourd'hui que le travail n'est plus vraiment cette grande valeur qu'on connaît. Donc, rien que le titre de son livre-là peut nous orienter sur la qualité, enfin, sur la nature de son texte. Là, il nous parle de surinvestissement dans le travail. Je vous propose, puisque c'est un texte assez long, de lire paragraphe, et de le commenter avant de passer aux exercices. Le premier paragraphe, le surinvestissement dans le travail, bon, je me propose à la lecture, est de plus en plus fréquent. Il est lié au souci d'être évalué positivement, de protéger professionnellement
de progresser professionnellement, mais aussi à la crainte d'être perçu comme un maillon faible. Pour peu performant, peu impliqué dans son travail, le travail autonome n'est plus vraiment contrôlé sur la base du temps de travail, mais sur les réalisations et plus exactement sur la capacité à atteindre les objectifs ou les ratios fixés selon les nouveaux préceptes du management par objectif. Ceci pose le problème de la mesure de la charge de travail et plus globalement de la définition du rôle du temps professionnel. Comment avez-vous compris le texte? Un élève pour me répondre. Comment avez-vous compris ce texte-là? OK. Là, ça nous montre, le texte nous montre qu'aujourd'hui, il y a un surinvestissement dans le travail, que les gens, ils s'investissent, mais pas de manière optimale, sinon ils s'investissent trop dans le travail. Mais cet investissement n'est pas juste un investissement qui vise à avoir le maximum de productivité possible, mais c'est un investissement dont le but est simplement d'éviter de se faire considérer comme étant la charge de trop dans l'entreprise ou sinon la personne à battre dans l'entreprise. Donc, les gens doivent répondre aujourd'hui à plus de sollicitations de leur chef d'entreprise parce que nous sommes dans une ère de management pour objectifs où les objectifs sont fixés et sont assignés aux personnes et les personnes, comme les machines, sont obligées de répondre à ces objectifs au risque de perdre le travail ou au risque de se faire, en fait, on va dire, des remontrances ou bien d'être licencié pour insuffisance professionnelle. Un licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est lorsque la personne n'atteint pas ses objectifs et qu'on le licencie pour cela. Ce qui est permis par la loi parce que c'est considéré comme une cause réelle, par la jurisprudence, comme une cause réelle et sérieuse pouvant justifier le licenciement de la personne. Et du coup, ça met une pression, une épée de Damoclès sur le coût des salariés qui sont obligés de se surinvestir, qui ne pensent plus réellement à la valeur du travail, mais qui pensent plus à leur poste qu'à ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'à la dernière partie, on nous dit que ceci pose le problème de quoi? De la mesure de la charge de travail et plus globalement de la définition du temps professionnel. C'est du vrai temps que la personne doit utiliser dans l'entreprise. Parfois, les personnes sont dans un surtemps, alors qu'un temps utile leur est assigné par leur charge de travail ou par leur fonction. Un deuxième paragraphe nous dit que le temps de travail est en effet de plus en plus éclaté et de plus en plus difficile à mesurer. Il inclut non seulement des temps de présence sur les lieux de travail, mais aussi des périodes de disponibilité plus larges, des déplacements plus fréquents, des tâches à effectuer chez les clients ou à domicile, des rythmes plus flexibles. Donc, du coup, le temps de travail, ce n'est plus un travail où la personne est assise sur une chaise. La personne, aujourd'hui, elle est obligée de se déplacer, de passer du temps au téléphone, voilà, euh, de faire d'autres tâches aussi chez le client. Bon, et ça, c'est une complexité. Pour les cadres et autres responsables, il faut aussi compter avec une pléthore de séminaires d'entreprise. Il y a plusieurs, voilà, qui font des stages de réflexion, des congrès, des réunions au niveau du bureau, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le time building, où les gens se concentrent quelque part et essaient de trouver des activités, enfin, de réfléchir sur un projet ou sur un programme qui concerne l'entre- l'entreprise. OK. Il faut aussi compte, voilà, ça on le dit, le problème de la large, le problème de la charge de travail et de la mesure du temps professionnel n'est pas qu'une affaire de cadre. Tous les niveaux de qualification sont potentiellement concernés. Le temps de travail est de plus en plus dense, envoyer aussi le temps hors travail. Les technologies de communication établissent un lien direct et éventuellement permanent entre le salarié et son entreprise. En gros, ça c'est important de voir parce qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ben, tu finissais ton travail, tu arrivais à la maison, il n'y avait plus rien à faire. Mais aujourd'hui, tu finis ton travail, tu arrives à la maison, même en chemin, tu peux recevoir un mail du chef d'entreprise, un message, un texto, un message que tu reçois chez toi par WhatsApp ou par Instagram, etc. Ton chef d'entreprise. Le soir, encore un autre mail. De temps en temps, un petit appel vidéo. Ce qui fait que finalement,
ton temps professionnel, il dépend des 8 heures que tu as signées dans ton contrat. Il peut arriver jusqu'à être 9 heures de temps par jour, 8h30 par jour, ou de 8 heures. Ce qui fait une charge supplémentaire de 30 minutes de travail par jour qui vient s'ajouter. Donc, ces 30 minutes-là vont venir être posées sur ta vie familiale. 30 minutes que tu multiplies par 5 jours de travail, ça te fait 2h30 la semaine. Que tu multiplies par euh, 4 semaines, cela te fait 10 heures de temps supplémentaires par semaine. Et ces 10 heures de temps-là sont posées sur ta vie familiale. Donc, voilà. Quant au contrôle, c'est la plus d'autres forme que celle de la hiérarchie. Avant, c'était juste la hiérarchie, le lien de subordination. Il n'a pas disparu. Donc, on a toujours. À l'autocontrôle s'ajoute le contrôle par les objectifs, par les indices de satisfaction des clients et par les batteries d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par les technologies de l'information. En gros, vous allez avoir une plateforme numérique en tant que travailleur qui va vous fixer des indicateurs de mesure. Un indicateur, c'est de la mesure. C'est des objets de mesure pour mesurer est-ce que à combien de clients vous avez vendu, à combien de taux de retour positif vous avez obtenu, quelle est la fidélisation des clients. Et ces indicateurs-là viennent s'ajouter au contrôle traditionnel qui était réalisé par la hiérarchie. Les salariés contrôlés et évalués sont mis en concurrence entre équipes individuellement et les moins performants sont éliminés parce qu'il y a des seuils. Il y a des seuils qu'il faut atteindre. Moi-même, en tant qu'étudiant, quand j'étais étudiant en France, un boulot d'étudiant que j'avais, c'était préparateur de commandes dans une entreprise. Et dans cette entreprise-là, on était obligé de faire 930 colis par jour. Si tu ne faisais pas 930 colis par jour, tu te faisais licencier. Ce qui fait qu'il y a une concurrence qui était créée naturellement entre les salariés pour les pousser à atteindre ces objectifs. Dans un environnement de plus en plus compétitif, tous les salariés deviennent extrêmement sensibles à la reconnaissance de leur travail et leurs compétences par leurs collègues et par leur hiérarchie. Il en va de leur statut dans l'entreprise et plus généralement dans le monde du travail. Bref, voilà le texte, les 3 paragraphes très intéressants de Dominique Véda. Voilà dans son livre qui s'appelle Réinventer le travail, parce que bien sûr, elle avait déjà prévu la disparition de la valeur travail, donc il faut la réinventer son elle. Et la réinventer, c'est vraiment réfléchir sur le travail pour que le travail ne soit plus ce travail qui est très forcé pour les employés, mais qui va être un travail de qualité, pas un travail simplement basé sur la réalisation des objectifs. Vous avez après un diagramme à secteur, un camembert donc, où nous avons des statistiques, où la question qui était posée était pour pendant vos congés, vous connecté pour travailler. On voit qu'il y a 45% qui disent que ce n'était pas nécessaire, 21,4% qui disent que non, en principe, ça veut dire que vous avez ici 66,5% donc des répondants qui disent que, en gros, qu'ils ne le font pas. Mais par contre, vous avez une statistique, deux statistiques très intéressantes. La, le prim- euh, la première statistique, c'est 10,2 qui disent qu'ils se connectent plusieurs fois par jour, même pendant leur congé, et 23,3, oui, de temps en temps. Ça veut dire que, en gros, il y a 33,5% des salariés qui ont tendance à se connecter sur Internet même pendant le temps de congé. Vous avez un petit texte, une petite caricature donc, qui nous parle du droit à la déconnexion pour éviter l'intrusion du domaine professionnel dans la sphère privée. Papa, viens jouer avec moi, dit le petit, où on voit que le papa, il est branché avec son boulot par une prise, donc il est très à l'intérieur. Le droit à la déconnexion est reconnu depuis 2017 en France par la loi travail. Tout salarié a désormais le droit de ne pas être en permanence joignable par son employeur en dehors de ses heures de travail. En gros, c'est une loi pour protéger le salarié pour que l'employeur ne fait pas trop d'intrusion dans sa vie familiale. Et qu'on nous demande donc, question 1, donc là, on s'est bien réfléchi sur le document. Maintenant, on va répondre aux questions. Question 1, le pourcentage de la population
active qui consulte ses mails et travaille pendant les congés. Et quel élève pour nous répondre? Quel est l'élève pour nous répondre à cette question? Pourcentage de la population active. Donc, voilà, qui consulte ses mails et travaille pendant les congés. Voilà. Là, nous avons quelle population? On l'a trouvé ici. On a 23,3. Donc, ils disent oui de temps en temps, plus 10,2 qui disent oui plusieurs fois par jour. Ce qui nous fait un total de 33,5. Il y a 33,5% des salariés qui consultent ces mails et travaillent ou ont tendance à consulter leurs mails et à travailler plusieurs fois dans la journée. Et ça, on peut le noter. On peut dire que donc 35,5% des salariés, leurs mails ou ont tendance à se euh, connecter pendant leur temps de congé. Voilà, c'est l'élément que nous avons ici. Maintenant, comment on peut réagir à cela? Quelle est votre réponse là-dessus? Maintenant qu'on voit cette statistique, il y a 35,5%. Ça vous interpelle? Ça vous dit quoi ça? Ce chiffre-là, qui est le tiers, en fait, des salariés. Ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, qu'est-ce que ce chiffre vous dit? Comment vous interprète-t-il? Vous interpelle-t-il? Andy? En gros, le chiffre, il montre juste que bah, un tiers de la population active bah, continue de consulter ses mails même en vacances, ce qui montre que bah, ils n'arrivent pas à séparer leur vie professionnelle et familiale. Mhm. Très bien. Donc, ce chiffre, donc l'interprétation, donc il y a, il n'y a pas de nette séparation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Très bien. Maintenant, on peut passer à la question 8. La question 8 nous dit, qu'est-ce que le droit à la déconnexion? Oui, Andy, je t'en prie. Le droit à la déconnexion, bah, c'est une loi qui est instaurée pour protéger les travailleurs et Ouais. limiter les risques de burn-out. Par exemple, Mhm. en leur permettant de ne pas répondre à des emails ou à des appels s'ils ne sont pas dans leurs heures de travail. Et Mhm. c'est en gros une loi qui a été fixe, qui a été instaurée pour fixer des limites claires entre une vie professionnelle et la vie personnelle des travailleurs. Voilà, c'est justement ça. Merci beaucoup, Andy, pour la réponse, hein. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, je parle certainement des élèves qui seront après en train de suivre, de lire la vidéo. Le burn-out, c'est... Ou bien je te laisse le définir, Andy, le burn-out, pour tes collègues. Le burn-out, bah, c'est juste un état d'épuisement qui est caractérisé par des symptômes comme une fatigue ou une perte de motivation et qui, en général, diminue l'efficacité au travail. Donc, ça réduit la Excellent. productivité des travailleurs. Excellente définition. Voilà. Voilà. C'est un état de fatiguement et d'épuisement du salarié qu'on appelle burn-out. Et, et voilà, je vais vous donner des exemples, mais sans dire les entreprises, bien sûr, parce que voilà, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont vu le salarié se suicider à cause du burn-out, parce qu'ils étaient tellement fatigués, tellement épuisés et tellement dans la contrainte et tellement dans l'assignation d'objectifs qu'il y en a eu beaucoup d'entreprises qui sont sur la sellette à cause du burn-out. D'accord? Voilà. Même sur rien qu'en se connectant, on verrait le nom de ces entreprises dont je vous parle. Voilà. Donc, le droit à la déconnexion, justement, protège, on peut le dire, hein, sans prendre le risque de
recopier la définition, on va dire qu'il protège, comme tu l'as dit, hein, protège le salarié contre une intrusion des employeurs dans la vie familiale des salariés. D'accord? Il vise aussi, entre autres objectifs, et là je reprends tes définitions, d'éviter aux salariés les risques d'épuisement et de burn-out qui peuvent être préjudiciables à ce dernier. Voilà. Donc, on va dire instauré depuis 2000, pardon, instauré depuis 2000, depuis 2017 en France. OK. Là, voilà. Donc, la définition elle est donnée et maintenant est montré que le droit est un moyen de s'en prémunir. Donc, la réponse est dans ce qu'on vient de voir. En fait, voilà, ce droit permet aux salariés de disposer de leur temps hors travail pour les activités familiales et ludiques, c'est-à-dire le loisir. Il faut savoir que, comme disait les Japonais, l'excellence se trouve dans le juste milieu. Un bon temps de travail, mais aussi un bon temps pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper aussi de ses activités de loisirs. OK. Maintenant, nous avons une question, voilà, la question 9. Qu'est-ce que nous dit la question 9? Voilà. La question 9 va traiter de quel changement dans l'emploi des cases est décrit dans le document texte. Voilà. Là, on va travailler sur le changement des emplois cases. Qu'est-ce que, quel changement? Voilà. Quel changement dans les emplois cadres? Le problème, ça peut être quoi ici, qui est identifié dans les emplois cadres? Quel changement a-t-on? Bon, les changements qu'on peut voir, c'est que ce qu'on a vu tout à l'heure, les changements qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les emplois cadres ne sont plus que des emplois où la personne ne fait qu'une activité. On le voit dans le paragraphe 2. Quand on regarde le paragraphe 2, on va se regarder pour les cadres, c'est-à-dire cinquième, quatrième ligne. Pour les cadres et autres responsables, il faut aussi compter avec une pléthore de séminaires d'entreprise, de stages de réflexion, de congrès et de réunions loin du domicile. D'accord? Mhm. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est le problème principal. Le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, le travail des cadres est surchargé. On peut dire qu'il y a une surcharge. Il y a une surcharge du travail des cadres, car à leur activité, car à leur activité principale, virgule, s'ajoute une pléthore, c'est-à-dire de nombreux, une pléthore d'activités telles que les séminaires, les stages, on va rajouter même les missions, OK, les team building, OK, les workshops. Les workshops sont les ateliers, d'accord, etc. Voilà. Ce qui fait que leur travail est devenu un poids écrasant pour la plupart. Donc, ça, c'est le constat qu'on peut. Voilà. D'accord, ça, c'est le constat qu'on peut. Mon cher ami, Andy, Oui, Andy, tu es là? Dis-moi, Andy, tu es à quelle école? je suis à LCB. Ah, d'accord, OK. Vous avez reçu le lien de qui? Le lien de qui?
Attendez, je regarde si c'était par mail. Hmm. Euh, Fatoumata Traoré. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi discuter avec vos camarades de se connecter la prochaine fois? Parce que la prochaine fois, on va aller dans des chapitres plus techniques, comme la croissance, et après, on travaillera sur le commerce international. Comme, D'accord, voilà, comme cela, ils pourront se connecter et l'interaction va être plus intéressante. Ok, Voilà. Je connais bien LCB pour y avoir. J'ai eu les terminales pendant là-bas 2 ans. ok. Voilà. Dis-moi, Andy, as-tu des questions sur ça? Pour l'instant, non, j'ai bien compris en tout cas. Voilà. Est-ce que les explications ont été suffisantes? Ouais, les explications étaient suffisantes, d'autant plus que le chapitre, on l'a fait aussi il n'y a pas longtemps. Donc, Ok, ok. Là, vous êtes actuellement sur quel chapitre? normalement, là, on vient de terminer le chapitre sur le travail. Bah, on va engager le prochain, mais après les vacances, je sais pas trop c'est lequel. Ah, après les vacances, d'accord, ok. Ok, excellent. Bon, parce que je suis obligé de demander avec les autres élèves, mais je suis content. En plus, je suis satisfait de la qualité de tes réponses. Ok, merci. Ça veut dire que non seulement l'enseignant est de qualité, mais aussi voilà, vous avez bien suivi les cours. Merci. Voilà, il n'y a plus de questions, hein, c'est sûr, hein? Non, j'ai vraiment pas de questions. Voilà. Voilà, je te remercie donc. Et donc, on va dire à samedi prochain, parce que la prochaine fois, ce sera le samedi probablement. D'accord. En tout cas, pendant la période du mois de Ramadan, quoi. Ok. Voilà. Merci, Andy, et à très bientôt.